Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Bon bah écoutez, comme promis, je vous l'avais dit, je fais aujourd'hui donc la vidéo sur la nouvelle loi, vous savez, des finances publiques de 2024 et sur le budget, tout simplement de 2024 même jusqu'à 2026-2027, prévu par l'État français. Donc vous allez voir, je vous invite à vous asseoir déjà, parce que il y a des choses qu'on va voir totalement phénoménales, hein, clairement au niveau des chiffres. Un triste état au final, enfin je vous spoil déjà, hein, mais c'est un triste état, un triste inventaire au final de la gestion financière de l'économie française. C'est triste à voir. Et donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment et pourquoi. Donc déjà, comment est prévu pour 2024 le découpement, on va dire, des dépenses publiques. Quelles sont les mesures mises en place par l'État pour justement essayer de réduire le déficit public et tout l'aspect, en gros, d'améliorer, hein, voilà, le déficit public et d'améliorer tout ce qui est en lien avec la dette française. On va voir également quelles sont les mesures, hein, on va dire, de lutte contre l'incendie court terme prévues par l'État. Vous allez voir, c'est pas triste. Et enfin, je ferai une petite conclusion pour voir qu'est-ce que ça révèle, hein, tout simplement, cette nouvelle loi des finances publiques, parce qu'elle est très révélatrice, au final, sur la santé de notre économie et sur l'avenir, malheureusement, hein, de l'économie française. Donc, vous allez voir, je pense que ça peut être très intéressant, notamment si vous êtes ouvert d'esprit sur d'autres aspects que le système bancaire au niveau économique, que le système traditionnel, hein, que l'on connaît tous. Donc vous allez voir, on va comprendre pas mal de choses ensemble avec ces informations, on va dire. Bon, ben voilà les amis, donc vous savez tout, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout, mais bien sûr avant ça, donc c'est parti, j'ai fait mon article comme d'habitude sur cryptoforce.fr, donc vous pouvez retrouver l'article, hein, bien évidemment, pour le lire si vous préférez. Donc la nouvelle loi des finances publiques de 2024, symbole de la chute de l'État français. Point d'interrogation, hein, bien évidemment. On va voir, ça donne le ton. Et donc déjà, pour rappel, je vous l'ai déjà dit, mais pour rappel, effectivement, cette loi, elle est déjà passée en 49.3, parce elle avait déjà été repoussée, par exemple, en décembre 2022 de l'année dernière, par l'Assemblée nationale. Donc là, Elisabeth Borne n'a pas pris de risque, entre guillemets, elle a décidé d'appuyer sur le bouton rouge du 49.3 pour bypasser et éviter qu'il y ait un refus à l'Assemblée nationale. Donc c'est la première loi officiellement, à la rentrée 2023, c'est la première loi déjà, une des plus importantes, qui est passée en 49.3. Donc ça sonne quand même assez bien, hein, pour l'année 2023-2024 sur la sphère politique, on le voit bien. Et pour vous prouver tout ça, j'ai un article de Europe 1, budget 2024, Borne dégaine le premier 49.3 de la saison pour la programmation des finances publiques. Voilà les amis. Et ensuite, donc pour vous dire, hein, là c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai un autre article, tac, je vais vous montrer, en fait je vais vous montrer directement la loi, voilà. Là, personnellement, pour vous donner mes sources de base au niveau de la loi précisément, je me suis basé tout simplement sur budget.gouv.fr, le site officiel, hein, de l'État, avec le projet de loi de finances pour 2024. Et vous voyez toutes les informations présentées ici. Vous avez les dépenses, les recettes, voilà, je suis allé juste là. Je suis même allé fouiller dans les archives, le dossier de presse du PLF, comme ils appellent ça. Donc il y a pas mal de choses à vous présenter qui peuvent être très révélatrices quand on décortique les chiffres, bien évidemment. Bon, donc on verra tout ça après. Mais déjà, c'est pour vous camper un petit peu les bases, les sources de là où je suis allé piocher les informations. Bon, donc maintenant, on va passer, les amis, au contenu de la loi. Très important. Donc déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que l'objectif, enfin, les objectifs de la loi tels qu'ils sont prescrits officiellement, sont de réduire l'inflation. Ça peut être sympa, ça déjà, vu dit comme ça. Et on va voir pourquoi c'est assez paradoxal, ce qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent également réduire le déficit public, donc là c'est également une bonne chose, hein, quand c'est dit comme ça, et également la dette française. Très bonne chose également. Bon. Donc là ça partait plutôt bien à la base, mais on va voir comment ça va atterrir au final. Donc le problème déjà, première chose qu'on peut noter, c'est que en plus de ces objectifs principaux que je vous ai cités,
l'objectif principal, en fait, de la France, de l'État français, c'est de respecter les exigences de Bruxelles, c'est-à-dire de l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, je vous ai dit que un des objectifs de la loi était de réduire le déficit public français, donc les dépenses de l'État français, et de ramener tout simplement le déficit public à 2,7% du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, d'ici 2027. Parce qu'il est aujourd'hui, il faut savoir, actuellement estimé à 4,8% du PIB. Voilà. Et en fait, pourquoi donc l'État français a misé de réduire quasiment par deux, divisé par deux, cette dépense publique? Tout simplement parce que c'est Bruxelles qui l'exige et qui exige de quasiment tous les pays de l'Union européenne d'avoir un déficit public en dessous des 3%. Ça veut dire que là, on a une loi, c'est ça qui est, enfin, c'est incroyable, hein, qui donc dicte une politique donc, française, hein, économique française, financière française, qui en fait répond à des obligations d'une organisation extérieure. Donc, je ne sais pas déjà si vous imaginez le délire que c'est, ça veut dire que c'est une institution externe, même si c'est l'Union européenne et que tout le monde peut-être adore cette institution, peut-être, hein, enfin, j'exagère un peu, j'ironise, mais enfin, mine de rien, c'est quand même assez fou. Donc il suffit que l'Union européenne soit peut-être corrompue ou, imaginons, dans les mains des États-Unis ou de n'importe quelle puissance étrangère pour qu'il y ait une ingérence, même au niveau des lois, en France. C'est ça que ça révèle. Et c'est pas fini, c'est que ça, c'est un des points exigés par Bruxelles, mais ce n'est pas le seul. Enfin bref, après je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a vraiment le pompon là en ce moment. Bon. Donc déjà, première chose au niveau du déficit public, vous l'avez compris, l'objectif c'est de faire plaisir et de faire le dos rond à Bruxelles comme d'habitude. Ensuite, pour tout ce qui est faisabilité, parce que là, tous ces objectifs, ils ont été également étudiés par le Haut Conseil, par d'autres organisations en France, etc. Et donc tous ces points-là, c'est uniquement ça se passe bien. C'est-à-dire que le passage d'un déficit public, enfin, du déficit public à 2,7% du PIB d'ici 2027, parce que là on parle de 2027, avec pour conséquence une baisse de la dette, enfin du poids de la dette par rapport au PIB de 112,5%, je l'ai mis là, à 108,1% d'ici 2027, tout ça c'est des estimations, hein, vous l'avez compris, et c'est des estimations faites par l'État français. Mais ça c'est la théorie, mais quand on regarde plus la pratique, eh bien c'est ce qu'a fait du coup le Haut Conseil des finances publiques, ils ont étudié la question, ils se sont dit mais toutes vos perspectives là, elles sont toutes basées sur des hypothèses ultra optimistes en fait. Et donc même eux, ils ont été agacés clairement, et je vous montre l'article qui le prouve, des perspectives au final mises en avant par l'État français. Donc là, j'ai un article de l'Opinion, les failles béantes de la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques dresse la longue liste des hypothèses optimistes du gouvernement pour parvenir à réduire les déficits de la dette pour faire plaisir à Bruxelles. Ça, c'est moi qui le rajoute. Voilà, donc là, ça quand même, c'est déjà, ça donne le ton. Donc là, on est dans le cadre en plus optimiste. Et vous notez en plus une chose, c'est que là, en divisant donc, le poids des dépenses publiques de l'État par rapport au PIB par deux, hein, quand même, on pourrait dire c'est énorme. Mais en fait, l'impact sur la dette, c'est minime, puisqu'on voit que le poids de la dette par rapport au PIB passerait de seulement 112,5% à 108,1%. Ridicule. Donc là, dans le meilleur des cas, on gagne 4% sur le poids de notre dette française si l'État français arrive à mettre en place tout ce qu'ils veulent pour réduire leur déficit public. Ce qui n'est pas gagné, et vous allez voir pourquoi derrière. Avec des exemples concrets, bien évidemment, je vais vous passer. Bon, donc déjà, on voit que le ton est donné, c'est au niveau de la loi, c'est chaud patate. On dit tout ça pour un 49.3, ben voilà. Bon, donc maintenant, au niveau du contenu de la loi, comment il compte l'État arriver à atteindre ses objectifs. Déjà, ils vont attaquer, première chose, et là, pas de surprise, ils vont attaquer la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que concrètement, ils vont demander aux citoyens, en fait, de faire l'impasse sur plein de points au niveau de la sécurité sociale, de leurs avantages sociaux pour participer à l'effort de guerre, entre guillemets, pour réduire les dépenses de l'État. Donc là, première chose, pas des surprises, hein, la réforme des retraites. Donc là, je vous remonte comme des petits articles
pour la forme, hein, pour se mettre, pour s'échauffer. Donc là, j'ai un article de Le Monde. Réforme des retraites, le chef de l'État estime que l'émeute n'emporte pas sur les représentants du peuple. Nouvelle soirée de rassemblement et de tension. Ça, c'était dans le cadre des affrontements, vous savez, entre manifestants et policiers, dans le cadre de la réforme des retraites. Voilà, et bien ça, cette réforme des retraites, justement, en fait, ça inclut tout à fait dans la politique de la loi de programmation des finances publiques de 2024. C'était tout ça, c'était un plan, en fait. Ensuite, pareil, il s'attaque à la réforme de l'assurance chômage. Donc, je vais vous montrer un petit article, hein. Ça fait du bien de se remettre les informations un peu au goût du jour, parce qu'on a tendance à oublier, surtout avec les actualités du moment, là, avec l'Israël et notamment la Palestine. Bon. Donc, par exemple, là, j'ai un article carrément sur screenshot du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Carrément, nouvelles règles d'assurance chômage. Voilà. Donc, une durée d'indemnisation modulée sur la situation du marché du travail. Donc, là aussi, eh bien, on a une régression, hein, mine de rien, bah, tort ou à raison, hein, peu importe, on a malgré tout une régression de la politique d'avantage sur bah, l'assurance chômage. Bon. Ensuite, il vise également à gagner de l'argent sur la lutte contre les fraudes sociales. Donc là, également, je vous montre l'article de Les Échos. Vous allez voir, en source, tac. Voilà, Les Échos, travail illégal, allocation, santé. C'est que prévoit le plan de lutte contre la fraude sociale. Et ça, c'était à l'époque déjà le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Hein. On voit... il vadrouille pas mal les ministres hein, en termes de compétences. Hein, toujours intéressant à voir. Bon. Ensuite, le renforcement du potentiel de croissance. Et c'est là où, enfin, excusez-moi l'expression, moi j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu ça, parce qu'il prévoit donc 1,4% de prévision. Et donc là, je vais vous montrer un petit article de Les Échos encore également, mais j'ai vraiment rigolé hein, quand j'ai vu ça, à défaut de pleurer, parce que ça sert à rien de pleurer. Voilà, donc Les Échos, la croissance française sera durablement affectée par la crise énergétique. Ah bah mince alors. Donc là, l'État français, j'imagine, l'ironie du sort, prévoit en fait un plan de relance de la croissance, alors qu'ils ont tout fait depuis le début, par exemple avec les sanctions contre la Russie, pour planter la croissance française, la croissance des industries françaises, sur le plan énergétique. Donc j'ai envie de vous dire, là, c'est l'arroseur qui est arrosé, hein, totalement. C'est-à-dire qu'en prenant les sanctions contre la Russie, on s'est tiré une balle dans le pied, et aujourd'hui, ils viennent nous faire la leçon en disant qu'il faut également prévoir un plan de croissance de 1,4%. Donc là, on peut se dire que c'est vraiment des champions, littéral, si ce n'est pas fait exprès. Parce que là, j'ai du mal à croire qu'il n'est pas fait exprès, tellement c'est énorme, en fait, ce qu'ils nous annoncent. Et donc là, je vous lis un peu le passage de l'article de Les Échos. Selon les dernières projections de l'OFCE, présentées ce jeudi, le PIB progresserait de 2,4% en 2022, puis de 1% en 2023. Ben, normal, hein, avec la crise énergétique. Donc la réforme des retraites souhaitée par l'exécutif pourrait améliorer de 0,3 points de PIB la croissance potentielle de la France. Donc vous voyez, tout se recoupe en fait. Donc tout leur bidouillage depuis le début de l'année 2023, la réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, tout ça c'est un plan. Et ils sont machiavéliques quand même, les mecs. Ils savent ce qu'ils font, et c'est pour ça que, je dis les sanctions contre la Russie, ils savaient également ce qu'ils faisaient, et je dis voilà. Donc en fin de quinquennat, le déficit public resterait supérieur à 3%. Bon, bah du coup, ils rateraient les exigences de Bruxelles. Mince alors. Déjà, c'est mal parti, rien que ça avec l'article de Les Échos récent. Et donc, également intéressant à voir, il prévoit également que les collectivités territoriales, dont les budgets de fonctionnement deviennent proportionnels à l'inflation, doivent rester inférieurs à 0,5% de l'inflation. Ça veut dire qu'il prévoit que les budgets des collectivités territoriales soient tout simplement annexés, si vous voulez, indexés à l'inflation et restent malgré tout inférieurs à 0,5% de l'inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on traduit, hein, ben, les budgets pour les collectivités territoriales vont augmenter, puisque l'inflation explose en ce moment. Bon, donc ça, c'est la partie où ils gagnent de l'argent. Vous l'avez compris, en gros, ils tapent sur sur les aides sociales, l'assurance chômage. Donc on voit que, excepté la lutte contre les fraudes sociales, où là, bah, on voit que effectivement c'est une bonne chose, hein, puisque ça veut dire que, en plus, vous savez, il y a des fraudeurs sociaux qui sont même pas en France et qui sont même étrangers, hein, des fois. Donc là, pour le coup, ce serait une bonne mesure bah, pour faire en sorte que seuls les Français aient réellement accès aux aides sociales. On n'a peut-être pas assez pour tout le monde, effectivement, donc il faut prioriser.
Par contre, les autres mesures comme la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, bien effectivement, tout ça c'est une réduction simplement des avantages sociaux aux Français. Voilà, rien de moins que ça. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent gagné. Et là, vous allez voir, attention, il y a 3 grands axes. Premier axe, la transition énergétique. Et donc là, ils comptent en fait augmenter le budget qui est déjà alloué à la transition énergétique de 7 milliards d'euros pour un total de 40 milliards d'euros. Vous m'avez bien entendu. Aujourd'hui, la transition énergétique coûte 40 milliards d'euros à la France. Enfin, du moins, va coûter 40 milliards d'euros à la France en 2024 au total. Donc j'espère que ça va servir à quelque chose quand même. Bon, personnellement. Hein. Donc dans ce cadre-là, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ces 40 milliards, l'objectif c'est de favoriser la dynamique en lien avec la transition énergétique, mais surtout pour les entreprises. Donc ça, concrètement, ce serait rénovation des logements de l'État, décarbonisation des industries, changement des moyens de transport publics en version électrique. Enfin, vous savez, on a eu le changement, on a eu essence, puis diesel, maintenant on a électrique. Peut-être demain on va revenir à l'essence, autant, enfin, on ne sait plus. Hein. Protection de la biodiversité, ça c'est une bonne chose. Les choses cohérentes, protection de la biodiversité, protection des forêts, ça pour le coup, ça a l'air plutôt une bonne chose. Bon. Donc au total, je vous l'ai dit, la transition énergétique coûtera 40 milliards d'euros à la France. Et là, j'ai un article de Le Figaro qui vient boucler un petit peu ce que je vous dis. Il est là, voilà. Donc Figaro, économie, taxes sur les autoroutes et grands aéroports. Vinci s'agace, ADP prend acte du projet du gouvernement. Donc si je vous ai montré ça, c'est parce que, effectivement, en fait, la transition énergétique, derrière, ils veulent mettre en place des taxes en plus sur les autoroutes et grands aéroports. C'est un exemple de ce qu'ils veulent mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui c'est qui va payer? C'est les Français. Oui, parce que c'est une taxe. Donc qui c'est qui... Vinci l'a très clairement dit dans leurs propos relayés par Le Figaro. C'est-à-dire que les taxes, ok, gouvernement, vous mettez les taxes à nous, entreprises comme Vinci sur les autoroutes et les grands aéroports, nous on répercutera une partie de la taxe sur les... pas de problème, sur les consommateurs. Donc on peut avoir aussi une petite inflation, une augmentation des prix des billets d'avion dans l'avenir et du péage, forcément, puisqu'on va avoir une taxe maintenant carbone qui va... ça s'appelle la taxe carbone, mais c'est peut-être pas le nom exact. Mais vous avez compris le principe. Donc vive la transition énergétique, clairement. Hein. Ensuite, deuxième axe, vous avez le secteur militaire, policier et justice, c'est-à-dire en fait tout le système régalien qui lui va voir son enveloppe gonflée de 4 milliards d'euros de plus que la normale. Et donc en fait, et c'est là où ça devient intéressant, c'est tout simplement en lien avec la loi de programmation militaire. Et là, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo là-dessus, que je vous propose de voir ici, il y a quelques mois, hein, où justement je vous présentais donc la loi de programmation militaire, où il y avait quand même des choses très intéressantes et surprenantes dans cette loi, en plus par rapport à la normale. Je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et enfin, le troisième et dernier axe où ils veulent vraiment injecter de l'argent, c'est l'éducation, avec 5,5 milliards d'euros. Et donc la principale dépense là-dedans, ce serait l'augmentation du salaire des enseignants. Voilà. Donc, en gros, si je récapitule, hein, ils comptent donc faire baisser les dépenses de l'État au niveau du budget social, vous l'avez compris, pour faciliter donc les secteurs comme l'éducation, le système régalien et la transition énergétique. Voilà. Maintenant, l'État déclare quand même que malgré cette balance de recettes-dépenses, il y aurait malgré tout une économie, si vous voulez, sur cette loi de 16 milliards d'euros engendrée par l'État. Et il explique surtout en majeure partie par la fin des aides exceptionnelles mises en place lors de la crise énergétique. Ça veut dire qu'on peut s'attendre, dans les mois qui viennent, ils valident le fait, à travers cette loi, que l'État ne fournira plus, par exemple, de bouclier tarifaire. Ça y est, c'est fini. Toutes les aides qui sont en lien avec la crise énergétique seront stoppées, et donc ça va engendrer 16 milliards d'euros d'économie par rapport au budget de 2023. Donc là, vous l'avez compris, ce qui est assez phénoménal, c'est que donc l'objectif majeur des lois, et je vais vous le montrer ici, je vais vous le remontrer, parce que là, sinon vous n'allez pas me croire, je suis sur budget.gouv.fr, hein, le projet de loi de finances pour 2024, regardez, et là, les dépenses du PLF 2024 permettent de financer 3 chantiers prioritaires, donc la transition écologique,
7 milliards d'euros supplémentaires, le régalien, armée, police, justice, l'éducation et la formation en croissance, 5,5 milliards. Et enfin, surtout, je vous récapitule, tout ce qui est en lien avec, vous voyez, par exemple, la réduction de la dette. Voilà, il prévoit 108%, comme je vous disais, d'ici 2027, simplement. Et enfin, on va passer derrière aux recettes dépenses. Là, je vais revenir sur mon article pour vous présenter tout ça. Donc, le paradoxe phénoménal, bah, c'est que il prévoit donc de réduire l'inflation à travers tout ça, de réduire la dette, vous l'avez compris, sur le dos des Français. C'est ça, hein, simplement. On vive la loi sociale de dépenses de 2024. Bon, maintenant, on va voir justement les dépenses de l'État contre ces recettes. Qu'est-ce qu'il en est exactement si on prend un petit peu de recul, hein. Donc là, j'ai le chiffre que j'ai repris, bah, vous l'avez vu, hein, je l'ai repris juste ici. Voilà, regardez, donc là j'ai les chiffres clés, hein, je suis toujours sur le site du budget.gouv.fr. Recettes fiscales nettes pour 2024, donc 349,4 milliards d'euros. Je rappelle, c'est des prévisions, hein, faites par l'État, ce ne sera pas peut-être exactement ça. Et les prévisions des dépenses déjà pour 2024, 491 milliards d'euros. Donc déjà là, on a rien que comme ça, première vue, on est déjà à moins 141 milliards d'euros du budget de dépenses publiques de l'État. On est déjà dans le rouge avant même d'avoir commencé 2024 en fait. Bon, c'est quand même assez intéressant à voir comment gère l'argent, comment notre argent, nos impôts sont gérés par l'État. Bon. Et donc, comparé à 2023, ça devient fou, c'est que les recettes de l'État seraient en hausse. En plus, il y a plus de recettes fiscales qu'en 2023, et ils expliquent ça, donc l'État, en partie grâce à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus en augmentation, et également la taxe sur la valeur ajoutée. Donc la taxe sur la valeur ajoutée, je rappelle, c'est la TVA, et donc, je rappelle que le système de la TVA, c'est que sur n'importe quel produit que vous achetez en France, il y a entre 10 et 20% de la somme totale que vous dépensez pour acheter le produit qui part dans les caisses de l'État. Bon. Et sauf que, là, vous l'avez compris, avec l'inflation que nous vivons actuellement, eh bien forcément, qui c'est qui se gave? Eh bien, c'est l'État. Donc là, on a un exemple criant, on a une admission officielle en fait, à travers cette loi, puisque c'est l'État qui a dit que c'était grâce à la TVA hein, qu'ils avaient augmenté leur recette fiscale, que l'inflation, sur cette partie-là, je dis bien sur cette partie-là, je précise, est bonne pour l'État. Voilà. Que vous disiez déjà dans des précédentes vidéos, bah là on a la preuve concrète. Bon. Donc, maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que sur toutes ces dépenses prévues, hein, sur les 491 milliards d'euros de dépenses nettes, mais on a même des chiffres qui tournent autour des 511,6 milliards d'euros, je trouvais sur d'autres informations, notamment sur le PLF adressé à la presse. Enfin bref, je vous montrerai après, je vous mettrai en source pour jeter un coup d'œil dessus. Eh bien, au total, donc, les dépenses de l'État sont décomposées en 445,1 milliards d'euros de dépenses au niveau du budget général, à travers des dizaines de missions. Par exemple, la transition énergétique, c'est une mission. Bon. Ensuite, vous avez 44,8 milliards d'euros de dépenses qui sont allouées aux collectivités territoriales, qui donc budget qui va monter, comme vous l'avez compris, puisqu'il va être indexé désormais de plus en plus sur l'inflation. Et là où ça devient très intéressant, c'est que vous avez 21,6 milliards d'euros qui sont attribués à l'Union européenne. Donc non seulement on obéit aux objectifs exigés par l'Union européenne, notamment dans le déficit public à 3% maximum, mais en plus on donne, là en 2024, on va donner 21,6 milliards d'euros à l'Union européenne comme ça gratuit. En sachant que la France, nous sommes les deuxièmes plus gros contributeurs de l'Union européenne derrière l'Allemagne. Voilà, et donc j'ai même l'article qui vient prouver tout ça. Hop, là je suis sur france.représentation.eceuropa.eu, vous voyez Commission européenne, donc le budget de l'Union européenne en France, et c'est écrit là-dedans, je vous inviterai à revoir si vous voulez plus d'informations cet article. Bon, donc vous l'avez compris, donc nous déjà on n'a même pas assez d'argent, on a moins 141,6 milliards au mieux, déjà une balance négative dans notre trésorerie, et en plus on donne 21,6 milliards comme ça à l'Union européenne. Même pas pour nous. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que
Maintenant, je vais vous montrer les annexes. Et j'ai mis la main effectivement sur le projet de loi de finances 2024, mais au niveau destiné à la presse, au niveau du PLF. Et dans cet article, enfin, le PDF lié à la presse, il y a également tous les chiffres clés, comme on peut voir ici, et les crédits budgétaires des missions du budget général de l'État. Et vous voyez, il y a à peu près 32 missions hors remboursement et dégrèvement qui sont comptabilisés dans un projet au niveau entre 2023 et 2026. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces chiffres, en fait, qu'est-ce que révèle l'État? Eh bien, il révèle tout simplement sa vision de l'investissement, tout simplement, qu'il va mettre dans un secteur, dans une mission par rapport à une autre. Et juste, pour donner par exemple un ordre de grandeur, regardez l'action. Je prends la première mission qui est attribuée, donc, allouée à l'État. C'est l'action extérieure de l'État, c'est-à-dire ses relations diplomatiques, tout ce qui est en lien avec la géopolitique et tout, ses dépenses au niveau des ambassades, etc. à l'étranger. Et regardez, le projet est considéré comme étant en expansion, puisque le budget là-dessus va augmenter entre 2024 et 2026 de 100 millions d'euros. Bon. C'est juste pour un ordre de grandeur. Et donc là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand on voit que le budget de l'État, en fait, l'objectif c'est de diminuer, de diviser par deux leur déficit public, et bien qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils augmentent tout ce qui est leurs dépenses en lien avec les missions sur la gestion et l'administration de l'État français. Regardez, donc l'administration générale et territoriale de l'État, on va passer de 3,5 milliards de dépenses en 2023 à 4,6 milliards. Tout ce qui est, par exemple, l'aide publique au développement, on va passer de 5,9 milliards à 6,9 milliards. Tout ce qui est cohésion des territoires, donc ça c'est que des choses administratives, 17,9 à 20,2 milliards. Conseil et contrôle de l'État, donc là ça reste fixe, donc là au moins une bonne nouvelle. Mais tout ce qui est ensuite derrière, alors là on a la défense par exemple, donc sans surprise, on est dans un budget en augmentation, c'est exactement dans le cadre de la loi de programmation militaire qui est passée en 2023 également, je vous rappelle. On a également la direction de l'action du gouvernement qui a augmenté de 100 millions entre 2023 et 2024. Là on a l'économie, regardez l'économie, là ça baisse. Au moins peut-être une bonne chose. Engagement financier de l'État, mais il faut voir aussi l'économie, en quoi ça consiste. Parce que économie, ça veut tout et rien dire s'il n'y a pas de détails. Donc là, ce serait curieux de voir comment ils peuvent justifier justement une division par deux de l'économie de 7,7 à 3,9. Bon, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est une bonne chose déjà. Engagement financier de l'État, là on passe de 61,2 à 71 milliards. Bon. L'enseignement scolaire, lui, il doit logiquement augmenter, on l'a dit, qu'il augmente de 5 millions, 5,5 millions, c'est écrit ici. Gestion des finances publiques, là, ça devient intéressant, puisque la gestion des finances publiques sont passées de 8 milliards à 8,3 milliards, même 8,4 milliards en 2025. Vous voyez? Donc la justice également, ça augmente, comme prévu. Et les pouvoirs publics également vont avoir une augmentation en 2000. Enfin, tout ce qui est en lien, en fait, par exemple, avec les dépenses de l'État pour ses administrations, la gestion de l'administration, gestion des finances, etc., ça, c'est en augmentation globale. Et par contre, tout ce qui est en lien avec la santé, par exemple, regardez la santé, elle se fait flinguer. Donc, par exemple, là, on voit qu'il y a des hôpitaux, on voit même des vidéos où vous avez des personnes qui attendent dans des brancards à l'extérieur. Sachez que le budget lié à la santé, lui, il va se faire couper en deux, clairement. Il va passer de 3,4 milliards en 2023 à 2 milliards prévus en 2026. 26-2025. Et donc après, là où il justifie quand même, là vous voyez, il justifie tout cela, il justifie ça par les dons de vaccins notamment. Donc peut-être qu'il y a une politique avec les vaccins où ce sera plus gratuit. Donc il prévoit que l'enveloppe liée à la sécurité sociale, là encore, on est en lien avec la sécurité sociale, voyez-vous. Et bien tout ça, ça va passer, finalement, plus rien ne sera gratuit au final au niveau des médicaments, des vaccins, peut-être liés au Covid. Après, faut voir. Dont les autres programmes, et vous voyez là, les autres programmes, eux, restent inchangés ou même peut-être augmentés. Les autres programmes, on espère que c'est les hôpitaux notamment qui vont gagner une enveloppe de 100 millions d'euros à aller entre 2024 et 2025. Ils ont l'air très gentils, 100 millions d'euros, c'est rien du tout, comparé au budget global de ce qu'il faut peut-être pour les hôpitaux. Bon. Et enfin, je sais que là, il y a un événement, un propos polémique au niveau de l'immigration. Et là, j'ai retrouvé ça. Alors, faut que je retrouve l'immigration, asile et intégration. Là, il y a des personnes qui disent, par exemple, on a le ministre de l'Intérieur
qui a dit, par exemple, tous les migrants qui venaient de Lampedusa, c'est d'Italie, ne seraient pas accueillis en France. Donc, finalement, manque de peau, ils sont désormais en France, certains. Mais en plus, la politique d'immigration, eh bien, elle va s'intensifier. Pourquoi? Parce que là, dans ce budget-là, on voit qu'entre 2023 et 2025, eh bien, on va augmenter de 300 millions le budget lié à l'immigration, à l'asile et à l'intégration des migrants, tout simplement. Voilà, donc là, ça donne, vous voyez, ce que je trouvais très intéressant dans cet aspect-là, c'est que ça donne vraiment la vision mathématique, les chiffres ne peuvent pas tromper, hein, de la volonté de la politique de l'État français sur les prochaines années, tout simplement. Et là, pour le coup, ben, ça rate pas, donc il faut s'attendre à ce que l'immigration continue, bah, si on suit les chiffres, hein, à arriver en France et même à s'intensifier au niveau des aides sociales allouées à l'immigration, alors que nous-mêmes, les Français, on va, on va baisser toutes les caractéristiques des aides sociales. C'est assez intéressant à voir. Bon, donc après maintenant on va continuer les amis, cette fois à voir, mais bah, vous avez compris, hein, il y a 350 milliards de recettes, quasiment 500 milliards de dépenses faites par l'État, donc ben, il y a 141 milliards à peu près de déficit à combler, et bien, donc que prévoit l'État à court terme pour combler ce trou-là? Eh bien ils vont emprunter, c'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps, hein, comme la majorité des pays occidentaux, c'est d'emprunter, de faire marcher la planche à billets comme des malades. Et là, donc, j'ai un article, vous allez voir, de latribune.fr qui est plutôt intéressant. Tac. Je vous le montre, il est là. Hop. Donc, latribune.fr, jamais la France ne va autant emprunter qu'en 2024, 285 milliards d'euros. Donc, l'État français veut lever 285 milliards d'euros de dettes sur les marchés financiers en 2024, un record après 270 milliards d'euros en 2023. A annoncé l'agence France Trésor. Vous voyez, c'était au 27 septembre 2023. Donc là, on fait péter le plafond sur tous les niveaux, on fait péter le record sur tous les niveaux. Et là, c'est une première dans l'histoire de la France, au moins moderne, pour un montant d'emprunt aussi colossal. Mais donc, pour vous donner un ordre de grandeur générale, aujourd'hui, nous avons 3000, enfin même plus de 3000, nous sommes à peu près à 3013 milliards d'euros de dette en 2023 au total. Eh bien, en 2024, sur une année, nous allons faire péter ce score et nous allons le passer à 3300 milliards d'euros en une seule année. Donc là, on peut voir qu'il y a un gros dérapage de plus en plus fort au fur et à mesure des années au niveau de la dette française. Ça, c'est plutôt évident. Et le problème, là où ça devient inquiétant, c'est que, eh bien, derrière le montant de la dette, plus le montant est gros et plus derrière il y a des intérêts à rembourser, hein. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours au niveau des crédits. Et donc l'État, lui, il échappe pas à ces intérêts-là et ils sont tellement gros désormais que la charge de la dette anticipée en 2024 s'élèvera à 52,2 milliards d'euros au niveau des intérêts. Ça veut dire que là, si je récapitule, entre, par exemple, sur les 350 milliards d'euros de recettes fiscales de l'État, vous avez déjà 21 milliards qui partent juste dans l'Union européenne, dans les caisses de l'Union européenne, comme ça, gratuit, tranquille. Et en plus, vous avez 52,2 milliards d'euros qui partent juste dans les remboursements de la dette française. Donc au total, vous avez à peu près un peu plus de 70 milliards d'euros qui partent en fumée avant même que l'État français ait reçu son salaire annuel, quoi, entre guillemets. Donc ça donne le compte, ça donne un petit peu les perspectives sur les dépenses de l'État. Et quand on sait que derrière, on a 40 milliards alloués à la transition énergétique, par-ci, on a 2 milliards, par exemple, liés à l'immigration, etc., bah, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées, par exemple, au bien-être des Français. C'est important, peut-être, bien sûr, la transition énergétique, par exemple, c'est important. Voilà, mais n'est pas lié au bien-être, par exemple, du pouvoir d'achat des Français. Donc, il faut voir que là, il y a vraiment une dissonance, je pense, là-dessus, c'est mon avis, hein, après je peux me tromper, mais quand on voit ce genre de choses, on voit qu'il y a peut-être un décalage entre la vision de l'État et peut-être le quotidien, bah, on le voit, hein, des Français qui n'arrivent même plus à se nourrir, à se loger, enfin on voit que sur tous les niveaux, c'est un peu la catastrophe pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà, donc pour ça remet en perspective quand même, là on voit qu'ils sont peut-être pas sur la même planète que nous, là, l'État français, hein, le gouvernement, et qu'on se demande ce qu'ils font. Bon, et tout ça, en fait, c'est ce qui est inquiétant au niveau des taux d'intérêt de la dette, c'est que là, c'est très étroitement lié. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, je ne vais pas rappeler, enfin, dans les détails, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur, vous savez,
le couplage des taux d'intérêt des dettes par rapport à la hausse des taux directeurs des banques centrales, notamment de la Banque centrale européenne, dans le cadre de la dette française. Donc plus les taux des banques centrales sont hauts, et plus les taux d'intérêt des dettes des pays concernés par la juridiction de la Banque centrale sont élevés. Donc si on continue dans la voie où la Banque centrale européenne décide de nouveau d'augmenter ses taux directeurs, eh bien les les intérêts de la dette française vont exploser en plus, du fait qu'ils sont déjà quand même assez conséquents, hein. Bon les amis, bon, j'espère que j'étais clair là-dessus, et maintenant je vais passer à la conclusion pour finir la vidéo. Et donc effectivement, si on peut résumer la chose, donc vous avez 500 milliards d'euros de dépenses, 350 milliards d'euros de recettes, qui se compose essentiellement de taxes, notamment avec la TVA, hein, les impôts sur le revenu, les impôts sur la société, d'autres recettes fiscales. Et en fait, tout ce que ça révèle en conclusion, justement, cet aspect-là, c'est que la France est tout simplement l'un des pires gestionnaires financiers du monde. Tout simplement. Et là, j'ai même un article, vous allez voir, de CNews que je vais vous passer, plutôt intéressant hein, et très révélateur sur cet aspect-là des choses. Hop, voilà, par CNews, publié le 22 mai 2023, la France, réputée comme ayant l'une des fiscalités les plus importantes, a été détrônée par un pays scandinave dans le classement des pays qui paient le plus d'impôts dans le monde. Donc, le pays concerné scandinave, c'est le Danemark. Et donc, effectivement, le Danemark est devenu récemment le pays le plus taxé au monde, avec la plus grosse charge d'impôts, devant la France. Mais la France, donc déjà officiellement dans le monde, la France est deuxième désormais en position d'avoir le plus d'impôts, le plus de taxes pour ses citoyens. Première chose, sauf que la différence, entre ce que je dis pas forcément peut-être l'article de CNews, c'est que la différence entre le Danemark et la France, c'est que les impôts au Danemark, tout l'aspect public, il sert en fait à rendre tous les services publics quasiment gratuits, notamment même les transports. Et ben là-bas au Danemark c'est gratuit parce que c'est payé en fait par les impôts des concitoyens. Bon, du moins dans certaines villes, après cas par cas, mais la tendance est là. Nous, citer une seule ville en France peut-être où on a du transport public gratuit, ce serait déjà pas mal. Bon, en tout cas, la démarche serait plutôt sympa. Donc on voit que malgré le fait qu'on ait des plus grosses recettes fiscales peut-être liées aux impôts et aux taxes, eh bien on s'en sort tout de même pas, et même encore moins bien que les autres. Donc c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, le problème, il n'est pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de chercher midi à 14h, il suffit de reprendre toutes les missions que vous avez là, mais quand vous voyez les dépenses, eh bien, tout ce qui est l'aspect d'entretien de l'administration, par exemple, administration générale et territoriale de l'État, comment se fait-il qu'on paye déjà 3,5 milliards? Comment se fait-il qu'on paye même, qu'on va augmenter ces dépenses et les passer à 4,6 milliards? L'aide publique au développement, pareil, comment ça se fait on est jusqu'à payer 7 milliards par an en 2026? Cohésion des territoires, pareil, comment ça se fait qu'on paye 20 milliards là, pour la cohésion des territoires? C'est quoi ce truc? Enfin, donc je pense qu'il y a énormément de choses. Par exemple, gestion des finances publiques. Alors là, c'est phénoménal. Regardez, gestion des finances publiques, 8 milliards en 2023, 8,3 milliards en 2026 planifiés. Donc, enfin, je sais pas, c'est comme si on payait un... Après, c'est peut-être je suis pas là-dedans, je peux pas non plus... mais j'ai l'impression que c'est là pour gérer les finances publiques, c'est même pas pour dépenser, c'est pour planifier la gestion, pour organiser la gestion en administration. Donc en fait, on voit que l'administration française coûte, mais bonbon, tout simplement à la France. Et quand on voit que la santé, elle, ne bénéficie que de 2 milliards en 2026, mais là on rigole, enfin on se dit mais enfin, comment c'est possible en fait? Donc là, je pense que enfin, la conclusion là-dedans, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des audits, il faudrait qu'on comprenne, nous les citoyens, comment c'est possible que les tâches administratives qui coûtent autant d'argent à la France, hein, aux concitoyens, coûtent aussi cher, justement, et en quoi elles consistent d'ailleurs? Où va cet argent? À quoi il sert réellement, par exemple? L'aide publique au développement, enfin, 7 milliards quasiment, mais à quoi il consiste exactement cette aide? Où va cet argent, en fait? Parce que là, on a l'impression qu'il y a de l'argent, c'est pas vraiment à quoi il sert, hein. Quand il part à droite à gauche comme ça, là. Voilà.
Bon, bah, sur ce, les amis, voilà pour cette partie des choses. Et ensuite, j'ai des derniers petits articles quand même pour la route, hein, pour vous montrer. Hop, on a notamment un article de Le Point, hop, que je vous montre ici. Donc, émeute, les coûts atteignent 150 millions d'euros et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que nous, dans un pays quand même, où on a réussi quand même à engendrer quasiment allez, à moins un demi-milliard d'euros juste dans des émeutes, juste parce qu'on a eu des destructions gratuites. Et c'est un peu comme ça pour tout. Donc on a un vrai problème, je pense, de cohérence dans notre pays. Et il va falloir commencer à peut-être à essayer de résoudre ces problèmes de cohérence déjà. Parce que dépenser 150 millions d'euros pour réparer des dégâts à cause d'émeutes, c'est quand même assez synonyme qu'il y a vraiment un gros problème de mal-être enfin, de fondamental dans notre pays, quoi. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que déjà, ce que montre cette loi publique, enfin, loi de programmation des finances publiques, c'est que l'État a totalement perdu le contrôle, en fait, sur la dette, l'inflation, l'indépendance, que ça révèle notamment de l'ingérence de l'Union européenne dans les lois françaises, il ne devrait pas y avoir d'ingérence, parce que normalement la France c'est un pays souverain, et également la cohérence, parce qu'on a des dépenses qui sont peut-être la moitié, une énorme partie des dépenses fiscales qui partent dans les tâches administratives. On a l'impression quand on voit les missions hein, que je vous ai montrées en annexe de la loi. Voilà. Et donc, si c'est pour finir en plus en beauté, je vais vous montrer deux autres articles pour à rigoler un peu. Hein. Donc, notamment un article de Ouest France, donc un dérapage inédit des dépenses de l'Élysée en 2023 selon l'Observatoire de l'éthique publique. Donc l'Observatoire de l'éthique publique pointe une augmentation de 12 à 15% de dépenses de l'Élysée en 2023. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on a l'impression que donc, les citoyens français, eux, doivent faire des efforts, hein, bien évidemment. Ils doivent se passer de plus en plus des aides sociales. Par contre, lui, le budget de l'Élysée et donc le budget présidentiel, hein, je rappelle, c'est-à-dire de Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, eh bien, explose de 12 à 15%. Voilà, donc effectivement, la fin de l'abondance, c'est que pour les gueux. Hein. En fait, si on récapitule la chose, et encore plus dans cette voie-là, je vais remontrer un autre article qui part vraiment encore plus dans cette voie-là. C'est le dernier article pour la route de Libération, Tech News. Le dîner de Versailles a-t-il coûté 6,27 millions d'euros aux contribuables? Un point d'interrogation. Et donc dans cet article-là, en fait, alors, effectivement, il y a eu des rumeurs, on n'a pas les chiffres officiels dévoilés par le gouvernement. On a eu des rumeurs comme quoi le repas avait coûté 6,27 millions d'euros, mais en fait, c'est pas tout à fait exact selon Libération. Donc, à la fin, l'article est plutôt décrit que c'est en fait c'est la visite dans son entier de Charles III, du roi Charles III, en France durant les quelques jours, qui a coûté au total 7 millions d'euros. Voilà. En incluant le dîner de Versailles, très polémiqué, hein, qui a fait polémique là ces derniers temps. Voilà. Donc en plus, on voit que ça se prive de pas grand-chose hein, là-bas, parce que il est peut-être sympathique, hein, le roi Charles III, mais il nous a coûté 7 millions hein, quand même. Voilà. Donc, dans une période où les Français crèvent la dalle, quoi. Clairement. Voilà les amis. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc c'est ça, hein, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on a, je pense, vraiment un dérapage, il faut le dire, de la part de l'État. Et je pense qu'ils ne sont pas connectés sur la même planète que nous, ils n'ont pas les mêmes... ou alors ils s'en foutent totalement. Désolé pour mes propos, mais je pense que c'est soit l'un soit l'autre au final, quand on voit vraiment ce qui se joue. Et donc, bah écoutez, voilà, je vais finir hein, sur cette petite note. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like. D'ailleurs, si vous avez appris des choses et tout dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, plus on est de fous, plus on rigole. Et puis, sinon, bah, écoutez, je vous invite à prendre soin de vous en cette période troublée au niveau économique. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, enfin, pour un jeudi prochain, pour l'actualité crypto numéro 45. Et la prochaine vidéo d'après que je ferai, c'est sur notamment le WF, vous savez, le Forum économique mondial, qui en fait est en train de mettre, on le voit de plus en plus, la censure de la liberté d'expression à l'échelle mondiale. Et je vous montrerai comment et pourquoi, les amis.
Voilà, allez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.